Donc nous allons reprendre la série de conférences avec le panel numéro 4 sur les projets en cours de développement. Et c'est Monsieur André Agide, président de Global Africa Télésud, qui va modérer cette table ronde. Je vous cède la parole, Monsieur Agide. La tradition après les repas à l'Automobile Club, c'est que les auditeurs sont en général un peu plus distraits ou un peu plus fatigués. C'est pour ça qu'on nous a confié la tâche d'animer la table ronde, évidemment la plus intéressante de la journée, pour que vous ne vous assoupissiez pas. C'est mon très grand honneur de modérer cette table ronde qui me donne la joie d'accueillir non pas Yunus Yilmaz qui n'est pas là, mais Adnan Ukan qui représente le groupe international turc Al-Bayrak. Ma très grande joie d'accueillir Olivier de Noret, qui est le directeur des affaires portuaires, directeur général des affaires portuaires du groupe AGL, dont on a longuement parlé déjà ce matin, et Monsieur Shailesh Bharot, qui est le directeur général des plateformes industrielles du Congo, qui est peut-être une institution qui vous est moins familière et dont on va beaucoup reparler, parce qu'elle incarne le prolongement du développement économique des activités portuaires au Congo. Moi, je suis André Agide. J'ai le plaisir de relancer la chaîne d'information panafricaine Télésud que j'ai rachetée il y a 6 mois et qui se transforme en Global Africa. L'ambition, c'est de remettre l'Afrique au centre du monde et de donner la parole à celles et ceux qui participent activement à la transformation de ce continent, sur le continent et partout dans le monde. Et je pense que vous êtes tous invités permanents parce que je pense que vous contribuez tous très activement à cette stratégie importante. Sans plus attendre, je vous suggère d'attacher un peu vos ceintures et de ne pas vous laisser trop aller parce que la raison pour laquelle ce moment est important, c'est que vous tous, investisseurs ou porteurs de projets, vous allez pouvoir poser des questions et comprendre pourquoi c'est important, pourquoi c'est intéressant d'investir dans cette région, dans ces activités et de bénéficier de l'expérience des pionniers ou de ceux qui plus récemment sont convaincus que c'est véritablement une bonne idée de business que de s'installer là-bas et de développer des activités et d'y mettre son argent. Et donc, on va parler ensemble des projets en cours, c'est le thème de cette table ronde, mais à travers les projets en cours, je pense que ce qui est intéressant, c'est de savoir quels sont les facteurs clés de succès pour s'implanter sur place, les pièges éventuellement à éviter, et de comprendre ou de valider ce qu'il est pertinent de faire, je pense en l'occurrence sur les sujets de transformation et de création de valeur localement dans la zone de développement économique qui est dirigée par notre ami M. Bharot, de voir très précisément ce que vous pouvez y faire. Et même si on veut aller plus loin dans la granularité, quels produits ou quelle production vous pouvez y faire, quels produits vous pouvez exploiter là-bas, transformer, et tout ça dans une logique de développement, comme le disait si justement le président Giros tout à l'heure. L'idée, c'est de faire du business dans de bonnes conditions et dans des conditions profitables. Donc, sans plus attendre, honneur un petit peu à ceux qui ont montré la voie dans cette région. Olivier de Noret, quels seraient d'abord, quels sont, on va faire un premier round sur les projets en cours pour bien caler à ça avant d'aller sur les facteurs de clés de succès. Quels sont vos grands projets actuels que vous voudriez mettre en avant aujourd'hui à Pointe-Noire ? Merci, bonjour à tous. Moi, j'aime bien la question sur les facteurs de succès parce que je voudrais d'abord dire que notre implantation à Pointe-Noire, c'est d'abord un succès. Et puisque l'objectif de ce forum, c'est de montrer la voie à vous, investisseurs potentiels, moi, ce que je peux vous dire, c'est que le groupe AGL, donc ex-Bolloré avant, nous sommes à Pointe-Noire depuis maintenant pratiquement un demi-siècle, puisque nous sommes une entreprise d'abord de logistique. Ensuite, nous sommes implantés sur le port de Pointe-Noire depuis 2009. Nous gérons le terminal à conteneurs de Pointe-Noire.
Et mon premier point, c'est de vous confirmer que notre présence et notre investissement au Congo, c'est un succès. Donc déjà au titre de précurseur, puisque c'est un peu la manière dont tu nous présentes, je vous confirme le succès. Alors les facteurs, ils sont très nombreux. Je reviendrai après sur les aspects un peu techniques de notre projet, mais ils ont déjà été largement déflorés ce matin. Les facteurs, ils sont nombreux. Le premier, on en a parlé aussi, c'est d'abord la vision du président de la République du Congo, qui, il y a maintenant une vingtaine d'années, a estimé que le port de Pointe-Noire devait évoluer et que le cadre de cette évolution pouvait être le partenariat public-privé. Et j'insiste là-dessus parce que nous sommes véritablement dans l'esprit d'un partenariat avec l'autorité portuaire. C'est-à-dire que tout notre projet, et c'est le cas de notre prochain projet, se fait en coordination avec les autorités congolaises et en l'occurrence le port autonome de Pointe-Noire, avec qui nous discutons alors, tous les jours pour le day-to-day du business, mais tous les trimestres pour faire évoluer notre projet. Ça, c'est le premier point. Après, le deuxième facteur de succès, il a été aussi largement abordé ce matin, mais j'insiste quand même là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'avoir une gouvernance, il y a besoin d'avoir une stabilité, et on peut dire que la stabilité au Congo, elle est là. La gouvernance, bon, il y a toujours des petits points d'amélioration, mais on voit bien que les autorités sont sensibilisées à ces améliorations, à tel point que vous avez maintenant une administration qui est en charge des améliorations à conduire pour que les investisseurs soient rassurés. Donc, bien sûr, moi, je ne peux pas parler à la place de tous les investisseurs parce que, comme ça a été aussi dit ce matin, ce n'est pas tout à fait pareil d'investir. Nous, on investit 1 milliard. Donc, oui, 1 milliard, bon, tout le monde n'investit pas 1 milliard au Congo, mais donc je comprends que quelqu'un qui va investir 2 millions d'euros, la situation est un peu différente, mais je pense que les autorités congolaises l'ont parfaitement intégré, parfaitement anticipé. Sur nos projets d'infrastructure, qui sont toujours des projets un peu compliqués, le maître mot, c'est l'anticipation. Donc tout notre dialogue avec les autorités congolaises, c'est d'arriver à suffisamment anticiper pour que l'infrastructure ne soit jamais un frein à la croissance. Et nous, c'est un petit peu dans ce sens que nous nous engageons vis-à-vis des autorités, hein, que ce soit celles du Congo ou de d'autres pays, c'est de bien leur assurer que nous allons toujours œuvrer pour que nous ayons suffisamment d'anticipation de façon à ce que la croissance du pays, les projets du pays, ne soient pas entravés par un manque d'infrastructures. Alors je parle des infrastructures sur lesquelles nous nous engageons, donc en l'occurrence le port. Voilà les principaux succès qui me paraissent déterminants pour justifier. Nous avons investi 600 millions d'euros en 2009. Là, nous avons prévu d'en réinvestir 400 pour ce projet qui va, c'est ce qui a été dit ce matin, pratiquement doubler la capacité de Pointe-Noire. Cette anticipation, elle est liée au marché, d'abord, hein, parce que c'est quand même toujours le marché qui prime. Donc nous, notre marché, c'est la volumétrie. Donc ce qu'on voit, c'est que dans un port en eau profonde comme celui de Pointe-Noire, qui dessert, hein, on l'a déjà dit 30 fois ce matin, c'est la porte d'entrée alors du Congo, du bassin du Congo, de l'Afrique centrale. On peut être assez large, mais ce qui est sûr, c'est que la volumétrie, elle a déjà triplé depuis 2009. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est très en avance par rapport à ce qu'on avait prévu à l'époque en 2009. Et c'est vrai qu'en 2009, on n'avait pas prévu de devoir doubler l'infrastructure à cette échéance-là, mais force est de constater que le marché est là. Et alors quand on est finalement installé, quand on est établi, ce qui est notre cas, forcément c'est toujours peut-être un peu plus facile de gérer la croissance
que des problèmes de décroissance, mais malgré tout, la croissance, c'est toujours un sujet à gérer. Ça veut dire que voilà, il faut investir de façon plus anticipée que ce qui était prévu. La taille des navires a été à plusieurs reprises reprécisée ce matin. La taille des navires qui desservent toute l'Afrique a largement augmenté. Donc on est sur une activité qui est en très nette expansion, ce qui nous impose pour nous forcément toujours dans cette idée de toujours dialoguer avec l'autorité gouvernementale et l'autorité portuaire de façon à ce que l'infrastructure ne vienne jamais entraver la croissance économique du pays. C'est vraiment ça notre fil conducteur, et il est parfaitement compris par les autorités congolaises. Eh bien, c'est ce qui nous a conduit à proposer aux autorités cette extension qui va doubler les capacités du port de Pointe-Noire. Voilà, on pense démarrer en février 2027. C'est aussi un très gros challenge. Peut-être que dans les seuls éléments qui n'ont pas encore été vraiment précisés ce matin, qui constituent une petite entrave en ce moment, c'est la difficulté qui est liée à la politique de la Banque de l'Afrique centrale sur les mouvements d'argent. Parce que vous voyez que nous, quand on fait un investissement de 400 millions comme ça, on n'est pas constructeur, donc ça veut dire qu'on va traiter avec des sociétés qui vont construire le terminal, et ça demande évidemment des flux financiers assez importants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en Afrique centrale, la liberté de circulation des flux est quand même compliquée. Voilà, donc on en profite à chaque occasion pour le rappeler. En fait, ce n'est pas tellement que nous, ça nous entrave, mais ça nous entrave dans la conduite d'un projet de cette envergure. Voilà les principaux points. Mais encore une fois, en conclusion de mes propos préliminaires, c'est que c'est un succès. Et je pense que si vous devez garder une chose en tête, c'est que on est typiquement dans un investissement qui a un gros succès. Alors un gros succès, je ne sais pas très bien comment le traduire. Tout à l'heure, on me disait, mais quel est votre retour sur investissement? Bon, je ne vais pas donner un chiffre, mais on n'est pas une ONG. Donc forcément, si je vous dis qu'on a investi 600 millions, qu'on réinvestit 400 millions en ce moment, c'est que à l'échelle d'un groupe français international, le retour sur investissement est en ligne avec ce que nous avions prévu. Merci beaucoup, Olivier. Adnan, une question, même question, les facteurs clés de succès. Mais est-ce que vous pouvez, on connaît peut-être un peu moins bien en France votre groupe, qui est un très grand conglomérat turc qui intervient dans beaucoup de domaines. Et est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous présenter et présenter à l'audience votre groupe? Bien sûr, merci beaucoup. Oui, effectivement, le groupe, il est devenu international, pas en s'élargissant vers l'Europe, mais beaucoup plus vers l'Est. En effet, ils ont au départ développé des projets au Pakistan, en Irak, et après en Somalie. Il y a 15 ans, le contrat de concession du port de Mogadiscio a été signé, où le président du pays n'était pas au pays, il vivait au Kenya. Donc c'est un contexte étatique assez compliqué, où ils ont commencé à pouvoir justement gérer un port dans des conditions sous des attaques quotidiennes. Et après ceci, en 2018, le groupe a signé le contrat de concession du port de Conakry, où le port de Conakry était peut-être considéré comme le dernier port de l'Afrique de l'Ouest, mais avec les investissements qui ont été réalisés sur place, depuis 2 années, c'est devenu le premier port de l'Afrique de l'Ouest. Donc en fait, une bonne gestion des ressources, et après le fait de pouvoir construire soi-même, ont fait que le groupe a pu montrer son succès en Afrique de l'Ouest. Quand je dis construction, en fait, le groupe est une société de construction qui date des années 50. Au départ, ils ont construit des immeubles, des habitations collectives, des immeubles luxueux. Au total, à peu près 20 000 logements ont été construits en Turquie. Et ils ont construit le premier métro d'Istanbul,
un stade de foot, des hôpitaux à 700 lits, 1000 lits. Ils ont construit un hôpital en Somalie. Donc actuellement, ils sont capables de construire leur propre port. Donc le port de Conakry est construit par le groupe même. Actuellement, le groupe a signé également la construction et la concession du port de Banjul. Le port de Banjul comprend la construction d'un nouveau port en dehors de Banjul. C'est un projet à hauteur de 500 millions de dollars. Et ça va changer, par exemple, le contexte et l'économie du pays. Et pour Pointe-Noire, je peux dire que nous avons vu la même étoile sous la vision du président de la République, et puis avec les bons rapports étatiques aussi. Investir au port de Pointe-Noire dans le vraquier, dans le port conventionnel, était un avantage parce que le port conventionnel n'avait pas reçu un investissement adéquat, ni des équipements, ni une gestion unie, commune. Et donc le projet actuellement est en train de commencer. Même aujourd'hui, actuellement, il y a des grues qui arrivent au port de Pointe-Noire. Il y a le dragage qui est effectué dans le bassin. Le dragage est effectué par les propres bateaux du groupe. En fait, comme le groupe contracte des nouveaux contrats en Afrique, et à chaque fois il a besoin de dragage, ils ont acheté actuellement 3 bateaux. Donc dans chaque pays, il y a son propre bateau qui fonctionne pour faire le travail. C'est en fait c'est des bons commerçants. Ils pensent, ils voient l'avenir, ils voient les besoins. Ils sont très efficaces et ils sont très pratiques pour pouvoir s'adapter aux difficultés géographiques, politiques également, économiques aussi. Le port de Pointe-Noire, tout seul, c'est un très grand port. Le périmètre qui a été concédé comprend la moitié du périmètre, je peux dire, conventionnel. Mais le port en soi, tout seul, n'est pas suffisant pour développer l'activité portuaire. Il faut pouvoir transporter ces marchandises vers les pays voisins. Le pays voisin, l'accès le plus facile, c'est Brazzaville. Donc il faut pouvoir faire en sorte que les marchandises, les vracs, puissent arriver en train à Brazzaville. Donc en fait, actuellement, le groupe s'intéresse également à la réhabilitation du chemin de fer. Donc nous avons déjà envoyé des équipes qui ont vu ce qu'il faut faire comme investissement sur ce chemin de fer. Mais cette taxe est très importante. Et après, bien sûr, on touche directement quelques centaines de millions d'habitants. Je crois qu'au total, on est à 150 millions d'habitants avec les pays voisins, juste en ayant la capacité, après avoir réhabilité le chemin de fer. Donc l'étoile, c'est un pays étoile dans la région, et très important. Mais comme ça a été indiqué avant, le problème de l'argent, la banque centrale qui n'est pas gérée par le pays, le flux de l'argent, c'est très difficile. Pour apporter dans le pays $1 million, vous avez besoin d'une autorisation qui prend d'abord 15 jours, après 30 jours. Enfin, c'est des réglementations qu'on découvre, mais qui sont quand même très limitatives. Et quand on veut faire un investissement de quelques centaines de millions de dollars, même pour $1 million, on est bloqué. Donc, comment faire pour le futur, pour le reste? Donc, on ne sait pas pour l'instant, parce qu'il faut faciliter ceci. On sait que le président Giros porte ce thème, mais on sait que le président Giros porte ce thème de manière importante, n'est-ce pas? Donc, on compte sur lui pour améliorer les choses rapidement. Merci beaucoup. Sur le projet actuel, donc en termes de montant investi, c'est quel montant sur Le projet du port conventionnel, pour l'instant, avec le besoin qu'on a défini, et c'est un contrat qui est signé pour 335 millions d'euros sur un contrat de 25 ans. Après, dans le contrat, on va ajouter certaines choses. Donc, en fait, le chantier naval, il sera inclus dans le projet, le port de pêche sera inclus dans le projet. Donc tout ce dont le port a besoin et qui peut être construit rapidement et qui nécessite des main-d'œuvre spécifiques. Et donc nous discutons ceci de toute façon, et puis ça, je pense que ça va vite avancer. Ok, merci beaucoup. Alors je me tourne maintenant vers Shailesh Bharote, qui parle très bien français mais qui peut s'exprimer aussi en anglais. Donc up to you, Shailesh.
Moi, ma question, c'est... on a déjà évoqué ce matin tous les avantages qu'il y avait à investir avec les avantages fiscaux, la sécurité juridique, avec l'évolution des institutions dans le pays qui vont dans un sens, dans un très bon sens et d'une manière très rapide. Quels sont, de votre point de vue, les bons domaines sur lesquels investir? Est-ce que d'abord, vous pouvez nous présenter votre activité et expliquer le cadre que vous offrez aux investisseurs? Merci. Nous sommes Groupe Arise qui est développeur de zone économique spéciale de Pan-Africa, Gabon, Togo, Benin, Tchad, Nigeria, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville et plus. Nous sommes allés développer 3 zones spéciales dans Congo-Brazzaville. Et première, c'est Pointe-Noire, Oyo, Olombo et Veso. Comme vous déjà dit, pourquoi Congo? Premièrement, je vais expliquer pourquoi Congo. Parce que dans la Central Afrique, Congo, c'est un bon endroit parce que Congo, c'est très bonne sécurité avec très bonne gouvernance. Deuxième chose, que Congo avait un trop bon zone économique spéciale régime avec la décret et loi de zone économique spéciale avec le ministre de zone économique spéciale. Deuxième chose, Congo avec beaucoup d'électricité, gaz et l'eau pour l'industrie qui consomme très d'électricité et gaz. Quatrième, c'est beaucoup de jeunesse qui est disponible et pour travailler dans le pays. Encore un port profondeur de Pointe-Noire, c'est très bon pour export et import parce que le pays à côté, il prend presque 40-45 jours pour aller marchandises au Asie ou autre place et très bon prix pour logistics. Encore Congo, c'est beaucoup de matériaux premiers comme bois, mine. Pour moi, c'est l'électricité encore, c'est matériel premier. Électricité qui est très bon prix avec gaz. Dans le domaine de autres matériels comme agriculture, c'est très bon endroit pour Pointe-Noire. Nous, en train de créer une zone spéciale, nous allons créer une route, électricité, Internet, l'eau et guichet unique. C'est comme plug-and play. C'est dans notre zone, par exemple, un investisseur de France qui va venir installer. Vous parlez français, mais par exemple, un asiatique et peut-être une société chinoise et peut-être une société d'Inde qui va installer au Congo-Brazzaville. Lui-même, c'est trop problème pour comprendre les choses, comment faire travailler dans le pays. Nous sommes coordinateurs qui vont aider la société pour toutes les zéros de la production, encore comment gagner l'exonération parce que zone spéciale il est exonéré avec toutes les taxes, impôts, douanes et autres comme le régime de zone spéciale. Prix préférentiel pour l'électricité, prix préférentiel pour autres utilities comme l'eau et Internet. Encore, nous allons travailler 24 heures, qui beaucoup d'usines qui vont marcher 24 heures, par exemple, nous signons un contrat qui va aller fabriquer panneaux solaires, et pas assemblage, fabrication de panneaux solaires dans l'Afrique. Cette société a besoin de quelques mines et courant, par exemple 150 MW courant sans interruption, 24 heures, nous donnons la sécurité qui courant disponible 24 heures, notre équipe qui va gérer tous les problèmes comme Internet, comme courant, comme l'eau, et comme guichet unique pour gagner exonération, pour gagner tous les documents pour arriver au Congo. Pour moi, Congo, c'est plus bénéfice à cause de CIMAC parce que dans la CIMAC, c'est presque 48 millions de population. Encore, je n'ai pas ajouté Congo DRC. DRC, c'est plus. Très bon Pointe-Noire et autres. C'est très bonne place pour mis en usine pour fabrication, comme dans l'électronics, comme dans le domaine de bois, dans le domaine des matériaux premiers. Par exemple, le cuivre. Dans le Congo, c'est beaucoup de cuivre. Le Congo n'est pas fabriqué câble. Par exemple, un pays qui, avec le massif bois, aujourd'hui, Congo fait l'importation de cuivre et bois d'amulettes. C'est vraiment dommage pour un pays
qu'avec le bois, qui n'est pas capable pour fabriquer et boire des amulettes et faire importation aujourd'hui. Pourquoi? Notre zone va donner un place pour transformer sur place, made in Congo et écosystème. Beaucoup d'investisseurs, il est trop expert pour marketing, pour le matériel, mais n'est pas connu à quel endroit pour acheter le matériel premier. Comment faire la documentation de exonération? Comment faire autre chose? Nous sommes là pour aider notre investisseur qui va venir dans notre zone pour zéro jusqu'à arriver à son production. Encore aider pour la logistics, comment gagner toutes les documentations avec la zone spéciale, avec notre ministère. Autre chose, vous m'avez dit que quel matériel et peut-être quel produit c'est très bon pour le Congo. Avec Congo, comme j'ai déjà dit, que zone c'est actuellement pour transformation et pas pour trading. Dans la zone, premièrement, le bois, comme placard de bois, dilourage, vinière, c'est un vraiment bon marché. À cause de nous, Gabon, c'est parce que nous sommes le créateur de zone spéciale de Gabon. Aujourd'hui, c'est Gabon est numéro 2 dans le mondial pour placard de bois. Avant, peut-être 10 ans avant, je ne connais pas au Gabon. Aujourd'hui, c'est Gabon, c'est numéro 2 dans le mondial après Vietnam. Nous faisons exportation de presque 2700 containers chaque mois dans notre zone de Gabon. Même chose va aller au Point Noir, et pas Point Noir, toutes les zones, qui nous fait transformer le matériel sur place, ajouter valeur de matériel premier des pays. Par exemple, bois. Vous coupez, même vous allez au autre pays, par exemple China et autre place, lui-même fabrique et contreplaqué et peut-être immobilier, ajoute valeur, crée emploi dans son pays. Congo gagne quoi? Notre vision c'est quoi? Nous allons créer valeur de matériel premier des pays, première chose. Nous donner un entire écosystème pour la usine qui va installer dans notre zone. Nous sommes là pour donner toutes les infrastructures pour l'industrie qui va transformer sur place, créer des emplois, encore création de Made in Congo. Ça, c'est très important pour nous parce que avec Congo, comme j'ai déjà dit, que beaucoup de matériel premier, nous ne pas faire ajouter de la value, nous ne pas donner emploi dans notre pays. Ça, c'est notre mission pour le Congo. Et comme j'ai déjà dit que nous sommes développeurs de 3 zones, Point Noir, Oyo et Veso. Notre première zone de Point Noir, bien avancée. Déjà un usine qui est installé et actuellement nous signons 13 sociétés. Première société déjà démarre exportation, presque 200 containers va exporter chaque mois. Il déjà démarre exportation et il va aller au France parce que France a besoin de bois qui avec le contrôle, avec le IFC certification qui nous fait dans notre système. Merci beaucoup. Je pense que ce qu'il faut retenir de cette intervention, si vous êtes industriel ou si vous avez envie de porter un projet qui va traiter de transformation de matières premières près de Pointe-Noire ou au Congo-Brazzaville, que vous créez de la valeur sur place, ce dont on parle depuis ce matin, et que vous avez envie d'avoir un projet qui fonctionne, vous avez l'homme de la situation qui est là, et c'est lui qui peut vous aider. Il a les bons tuyaux, il a les infrastructures. Ça a l'air, quand on l'entend comme ça, assez simple. En tout cas, c'est ces coordonnées qu'il faut que vous récupériez ou que vous transmettiez si vous avez un projet. J'ai une dernière question à vous poser très rapidement. Est-ce que dans votre quotidien, vous constatez une grande évolution? Alors surtout toi, Olivier, et puis peut-être toi aussi, Adnan. Mais est-ce qu'en effet, au Congo-Brazzaville, il y a une grande évolution sur la simplicité d'installation et on parlait ce matin un peu de changement de paradigme où on est un peu moins en compétition les uns les autres mais plus en coopération. Est-ce qu'il y a effectivement plus de coopération et plus de facilité à faire aujourd'hui du business et développer des projets dans la région de Pointe-Noire qu'il y a quelques années par exemple? Merci pour la question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes au Congo depuis un demi-siècle, un quart de siècle, on va dire, sur le port. Est-ce qu'il y a des évolutions? Oui, bien sûr, il y a des évolutions, c'est-à-dire que
D'abord, le Congo, il s'est inscrit dans la mondialisation. On le voit bien à tous les niveaux. Donc, vous avez au Congo des banques internationales, vous avez des cabinets d'avocats de bon niveau. On le voit bien sur le port, il y a maintenant plusieurs entreprises internationales. Donc, on est quand même dans un environnement qui a progressé dans le sens qu'il s'est largement mondialisé. Après, comme souvent, il faut ensuite que l'administration suive. Donc l'administration suit, hein, on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en tout cas elle se préoccupe et elle a bien le souci de faciliter l'investissement. Mais il y a toujours des projets, il y a toujours des progrès à faire. Ça, on le voit bien. J'ai parlé tout à l'heure du sujet des mouvements de fonds. Il y a la pression fiscale, tout le monde l'a abordé plus ou moins depuis ce matin, mais c'est vrai que alors ce sont des pays pour lesquels c'est parfois un peu compliqué, hein, parce que vous avez la Banque mondiale ou les bailleurs de fonds qui leur mettent la pression pour que les rentrées fiscales se fassent, mais à côté de ça, parfois, on peut dire que l'administration là fait preuve d'un zèle à toute épreuve et sont capables de pression fiscale qu'on peut qualifier d'un peu limite. Voilà, donc ça reste quand même toujours vrai au Congo. Mais voilà, je pense que l'environnement, de toutes les façons, évolue dans la bonne direction. Merci beaucoup. Comme on ne veut pas vous endormir et qu'on est un peu pris par le temps, on prendra juste très rapidement deux questions synthétiques, très synthétiques, sinon on coupe la parole. Je ne sais pas s'il y a un micro dans la salle. Tiens. Une question là-bas, synthétique. Merci. Je suis Inès Févillier, je suis juriste d'affaires, en même temps enseignant-chercheur à Brazzaville. Bon, je n'ai pas une question, je suis très ravie de l'exposé de M. Chalèche Barreau. C'est exactement ce que j'ai dit ce matin, avant de commencer de venir vous entendre. Et c'est ce que j'ai dit sur Télé Congo, notre chaîne nationale, quand on a fait le forum sur la forestation. Je ne sais pas si vous êtes au courant. J'ai parlé de... Vous auriez dû être là, monsieur. Vous auriez mieux parlé que moi. Donc, c'est félicitations. On a des matières premières qu'il faut transformer. Et vous êtes dans cette logique-là. Et je ferai un plaisir de vous rencontrer. Je n'avais pas de questions. J'ai bien fait de venir, merci, comme disait l'autre. Est-ce qu'il y a une question? Il n'en reste qu'une. Bravo. Merci. Merci. Désolé pour mon mauvais français. Je ne parle pas très bien français. Une autre question pour un de nos panélistes? Non. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre attention. attention. Merci beaucoup, messieurs.